Il n'a pas crié, pourtant l'air s'est durci d'un coup. Les ambassades savent financer festivals, scènes, prix et caméras. Mais dès qu'il s'agit de science, d'innovation et de laboratoire, le silence devient une politique de fait. Dans beaucoup de pays, la recherche reste sous la barre de 1% du PIB et les universités bricolent avec du matériel obsolète pendant que l'image circule mieux que la connaissance. Alors, que risque une génération si Ibrahim Traoré a nommé la vraie fracture du pouvoir? Ce récit promet d'examiner ce qui se joue derrière un discours devenu viral, sans slogan ni indignation facile. Comprendre ses priorités éclaire décision publique, carrière scientifique et souveraineté future. L'enjeu n'est pas de hiérarchiser culture et science, mais de mesurer les effets concrets d'un déséquilibre durable sur les universités, l'innovation et la capacité à produire localement. Lorsque les financements privilégient l'image au savoir, des choix invisibles orientent les vocations, les flux de talents et la place d'un pays dans les chaînes de valeur. Ce fil suivra les mécanismes, pas les intentions, en reliant budget, incitation et résultats observables. Il s'appuiera sur des comparaisons simples, avant et après, pour distinguer ce qui relève du symbole et ce qui transforme réellement les conditions d'apprentissage. Au centre, une question pratique guidera la lecture. Comment un État passe-t-il de la célébration à la production sans renier l'une ni sacrifier l'autre? La réponse importe aux étudiants, aux décideurs et aux partenaires, et parce qu'elle conditionne le rythme du progrès. Le contraste est simple et mesurable. Dans de nombreux pays africains, les dépenses consacrées à la recherche et au développement restent durablement inférieures à 1% du PIB, un niveau insuffisant pour soutenir des laboratoires fonctionnels, des carrières scientifiques stables et des cycles d'innovation continue. Ce chiffre éclaire le propos tenu par Ibrahim Traoré lorsqu'il oppose visibilité culturelle et capacité productive. Il ne s'agit pas d'une intuition isolée, mais d'un schéma récurrent. Les financements internationaux et nationaux privilégient les secteurs qui génèrent des images rapides, des événements médiatiques et des récits positifs, tandis que les infrastructures de connaissances avancent plus lentement, souvent à bas bruit. Dans ce contexte, la science n'est pas rejetée. Elle est reléguée. Le cadre est ancien. Depuis des décennies, une grande partie des aides étiquetées développement en Afrique s'orientent vers la culture, la communication, les industries créatives et les programmes de dialogue. Ces domaines ont une valeur réelle, mais ils ne construisent pas à eux seuls des chaînes de valeur industrielles ou technologiques. En parallèle, la recherche appliquée, l'innovation agricole, la biotechnologie ou l'ingénierie reçoivent des montants fragmentés, insuffisants pour créer des écosystèmes complets. Les conséquences sont visibles à l'échelle des institutions. Les universités peinent à maintenir des laboratoires aux normes, l'équipement devient obsolète et les projets s'interrompent faute de financement récurrent. Les jeunes chercheurs ne manquent ni d'idées ni de compétences, mais ils font face à un plafond structurel. Beaucoup choisissent alors de partir, non par rejet de leur pays, mais parce que rester signifie renoncer à des trajectoires scientifiques viables. C'est dans cette toile de fond que le message d'Ibrahim Traoré prend du relief. Il pointe moins des acteurs que des incitations. Ce qui est financé et valorisé, ce qui ne l'est pas devient marginal. En nommant ce mécanisme, il déplace la discussion du registre moral vers celui des priorités mesurables, là où se décide l'avenir productif. Le propos prend corps lorsqu'il quitte les principes pour des situations concrètes. Dans plusieurs campus, des étudiants et jeunes ingénieurs deviennent malgré eux les personnages guides de cette histoire, non parce qu'ils incarnent une exception, mais parce qu'ils reflètent une norme silencieuse. Ils apprennent
expérimente et documente, souvent avec des moyens limités, en s'appuyant sur des composants récupérés, des outils dépassés et beaucoup d'ingéniosité. L'effort existe, la structure manque. À ce niveau, l'argument d'Ibrahim Traoré cesse d'être abstrait. Il se traduit par des arbitrages quotidiens, un projet scientifique retardé faute de quelques milliers d'unités budgétaires, un prototype fonctionnel qui ne dépasse pas le stade du modèle, une publication abandonnée parce que le matériel n'est pas disponible. Ces micro-décisions s'additionnent et produisent un effet macro. La connaissance progresse plus lentement que la demande sociale qu'elle devrait servir. Les impacts précoces se lisent aussi dans les trajectoires individuelles. Les étudiants comprennent rapidement quels efforts sont récompensés et lesquels restent invisibles. La reconnaissance publique, médiatique et financière se concentre ailleurs. La science devient un engagement solitaire, rarement valorisé à court terme. Ce décalage n'interdit pas l'apprentissage, mais il en augmente le coût personnel, en temps, en ressources et en perspective. Dans ce contexte, le message n'est pas reçu comme une critique extérieure, mais comme une mise en mots d'un vécu partagé. Ibrahim Traoré agit alors comme un révélateur. Il relie des expériences dispersées à une logique commune, celle des priorités implicites. Le résultat est un premier déplacement du regard, encore discret mais décisif. En clair, ce qui n'est pas soutenu finit par disparaître. Le déclencheur n'a rien d'explosif. Il tient en une série de constats formulés calmement lorsque Ibrahim Traoré évoque publiquement un décalage que beaucoup vivent sans le nommer. D'un côté, des événements culturels abondamment financés, visibles, célébrés comme des signes de progrès. De l'autre, des laboratoires sous-équipés, des projets scientifiques fragmentés et des universités contraintes d'arbitrer entre maintenance minimale et ambition académique. Cette mise en regard agit comme une étincelle, non parce qu'elle accuse, mais parce qu'elle ordonne des faits déjà connus. La montée en intensité se produit lorsque ces constats circulent. Le message est repris, commenté et discuté, notamment parmi les étudiants, les chercheurs et les jeunes ingénieurs. Chacun y reconnaît un fragment de son expérience. Les discussions quittent rapidement le terrain de la culture contre la science pour se concentrer sur les mécanismes de décision. Qui finance quoi, selon quels critères et avec quels effets à long terme. Le propos d'Ibrahim Traoré sert alors de point de convergence, une référence commune permettant de comparer des situations auparavant isolées. Le cœur de la séquence réside dans la mise en évidence d'un enchaînement précis. Les budgets orientés vers l'image produisent de la visibilité immédiate. Cette visibilité alimente des indicateurs de succès rapide, utiles politiquement et médiatiquement. En parallèle, l'investissement dans la recherche exige du temps, de la continuité et accepte l'incertitude des résultats. Lorsque les systèmes privilégient le premier registre, ils réduisent mécaniquement l'espace du second. Ce n'est pas un complot, mais une logique cumulative. Le point culminant survient quand cette logique est perçue comme un choix et non comme une fatalité. À ce stade, le discours d'Ibrahim Traoré ne se contente plus de décrire. Il force un avant et un après dans la manière de lire les priorités publiques. Avant, le sous-financement de la science semblait un manque de moyens. Après, il apparaît comme une orientation persistante, reproduite par des décisions successives. Ce basculement cognitif constitue le véritable moment de tension. Les répliques ne tardent pas. Certains défendent la nécessité de la culture comme vecteur d'identité et de cohésion. D'autres rappellent l'urgence sociale qui pèse sur les budgets. Ces arguments existent et structurent le débat. Mais ils n'annulent pas la question centrale. Pourquoi les arbitrages défavorables à la recherche se répètent-ils, même lorsque leurs conséquences sont connues? La discussion s'élargit alors aux responsabilités internes,
aux gouvernances nationales et aux incitations politiques. Les répercussions se diffusent progressivement. Dans les universités, le discours légitime des revendications anciennes sur les équipements et les financements. Chez les jeunes, il nourrit une interrogation plus large sur la valeur accordée au savoir productif. À l'échelle régionale, il résonne comme un signal partagé, dépassant le seul cadre du Burkina Faso. La séquence ne se clôt pas par une décision immédiate, mais par un changement de grille de lecture. C'est là que résident les véritables ondes de choc. En nommant l'enchaînement des choix, Ibrahim Traoré transforme une accumulation de faits en récit cohérent. Ce récit n'impose pas de solution, mais il rend plus difficile le retour à l'indifférence. À partir de ce point, chaque nouveau budget, chaque nouveau programme est observé à l'aune de cette fracture révélée. Lorsque l'investissement public et parapublic en recherche et développement reste durablement sous 1% du PIB, la capacité scientifique progresse lentement. Lorsqu'il s'en approche ou le dépasse, des laboratoires fonctionnels, des carrières stables et des transferts technologiques deviennent possibles. Ce chiffre sert surtout de seuil opérationnel, pas de slogan. En dessous, les institutions peinent à maintenir des équipements, à financer des projets continus et à retenir les talents. Au-dessus, l'écosystème change de rythme. La planification pluriannuelle devient crédible, les équipes se consolident et l'échec expérimental est absorbé sans interrompre l'apprentissage. L'argument avancé par Ibrahim Traoré s'inscrit précisément dans cette transition mesurable où la constance compte plus que l'annonce. Un autre indicateur aide à voir l'effet en aval. Quand des pays exportent des matières premières et réimportent des produits finis à des prix jusqu'à 10 fois supérieurs, la valeur ajoutée se crée ailleurs, même si la demande finale est locale. Ce ratio n'est pas une fatalité commerciale. Il reflète l'absence de capacités intermédiaires, ingénierie, normalisation, propriété intellectuelle, qui dépendent directement d'investissements en recherche appliquée. Sans ces capacités, les chaînes de valeur restent tronquées. La relation entre ces deux chiffres est cumulative. Un financement inférieur au seuil affaiblit la recherche. Une recherche par recherche affaiblie empêche la montée en gamme. L'absence de montée en gamme entretient le surcoût des importations. À l'inverse, franchir le seuil permet de retenir des compétences, d'adapter des technologies et de réduire l'écart de prix sur des segments précis. Le propos d'Ibrahim Traoré gagne ici en précision. Il ne s'agit pas d'opposer culture et science, mais d'identifier le point où l'allocation budgétaire change les résultats économiques. Ces données éclairent aussi les trajectoires individuelles. Les étudiants perçoivent que l'effort scientifique exige des années sans garantie de reconnaissance immédiate. Dans un système sous-financé, ce coût est personnellement élevé. À mesure que l'investissement se stabilise, le signal s'inverse. La recherche devient une option viable avec des débouchés visibles. Le chiffre de 1% agit alors comme un repère collectif indiquant si l'engagement est structurel ou ponctuel. Enfin, l'écart de 10 fois explique la persistance des dépendances. Tant que la transformation locale est limitée, la facture des importations pèse sur les budgets publics et privés, réduisant encore la marge pour investir en amont. C'est ce cercle que la démonstration cherche à rendre lisible. En posant des seuils simples, Ibrahim Traoré déplace le débat vers des critères vérifiables. Combien est investi, avec quelle continuité et quels effets mesurables en résultent. La preuve n'est pas spectaculaire, elle est répétable. Lorsque les seuils sont respectés, les résultats suivent. Lorsqu'ils ne le sont pas, les mêmes conséquences réapparaissent. La question devient alors moins idéologique que pratique.
À quel moment décide-t-on de franchir le seuil et d'assumer la durée nécessaire? D'un côté, un argument mérite d'être pris au sérieux. Les défenseurs des investissements culturels soulignent qu'ils sont rapides, visibles et socialement fédérateurs. Ils attirent des financements externes, génèrent des emplois immédiats et renforcent une image positive à l'international. Dans des contextes budgétaires contraints, privilégier ce qui produit des retombées rapides peut sembler rationnel, surtout lorsque les besoins sociaux sont pressants et que la patience politique est limitée. De l'autre, un argument insiste sur le risque et l'incertitude de la recherche. Financer des laboratoires, des bourses et des programmes scientifiques impliquent d'accepter des résultats différés, parfois invisibles pendant des années. Les projets peuvent échouer, les talents partir malgré les efforts, et les retombées économiques ne sont ni garanties ni immédiatement mesurables. À court terme, l'investissement culturel paraît donc plus sûr, plus contrôlable et plus compatible à ce qui est dit avec des cycles électoraux courts. Ces deux arguments structurent une position cohérente. Ils expliquent, dis-je, pourquoi, dans de nombreux pays, l'arbitrage penche régulièrement du même côté. Pourtant, la réponse formulée par Ibrahim Traoré ne nie ni l'utilité de la culture ni la réalité des contraintes. Elle déplace le raisonnement vers les effets cumulés. Ce qui est rationnel à court terme peut devenir coûteux à long terme si l'allocation se répète sans correction. Les données rappelées précédemment éclairent ce point. Un investissement scientifique inférieur au seuil critique affaiblit durablement les capacités productives, ce qui prolonge la dépendance aux importations et renchérit les coûts pour l'économie entière. À l'inverse, même une progression graduelle et stable de la recherche réduit ses coûts sur des segments ciblés, crée des compétences locales et augmente la résilience. Le risque existe, mais c'est mutualisable, il est à l'échelle d'un système, alors que l'absence d'investissement crée un risque certain de stagnation. La réponse consiste donc à distinguer complémentarité et substitution. La culture peut amplifier une identité et une visibilité. Elle ne peut pas remplacer les fonctions de la science dans la production de valeur. Lorsque l'une se développe sans l'autre, le déséquilibre devient structurel. C'est ce point que souligne Ibrahim Traoré en parlant de priorité, non de renoncement. Ainsi, la question n'est pas de choisir entre deux biens publics, mais de corriger une trajectoire. Combien de temps un système peut-il privilégier l'immédiat sans compromettre sa capacité à produire demain? Ce qui semblait un débat sectoriel se révèle être un changement de cadre. À mi-parcours, l'enjeu n'est plus seulement l'argent, mais l'architecture des incitations qui orientent l'attention, le temps et les ambitions. Lorsque la reconnaissance publique récompense l'exposition plutôt que la contribution, le système enseigne, sans le dire, ce qui compte. Ibrahim Traoré met en lumière ce déplacement silencieux, là où les règles non écrites façonnent davantage les trajectoires que les déclarations officielles. La révélation tient en une conséquence simple. Les priorités répétées transforment les comportements. Les étudiants optimisent pour la visibilité accessible. Les institutions optimisent pour les indicateurs rapides. Les partenaires financent ce qui se montre. La science, elle, demande continuité, patience et acceptation de l'échec. Sans protection institutionnelle, elle perd la compétition de l'attention. Ce n'est pas un rejet actif, c'est une érosion passive. À ce point, la discussion change d'échelle. Le problème n'oppose plus des budgets, mais des horizons temporels. Ce qui est financé aujourd'hui façonne les compétences disponibles demain. Ibrahim Traoré insiste alors sur une bascule stratégique. Récompenser la production de connaissances réoriente l'ensemble de l'écosystème, des vocations aux chaînes de valeur. La clé du milieu est donc une inversion de signal. Tant que l'image prime, la dépendance persiste.
Quand la compétence est valorisée, la trajectoire peut changer. La suite dépend d'un choix explicite. Quel signal veut-on envoyer et à quelle cadence? Les effets se matérialisent différemment selon les acteurs, mais convergent vers une même dynamique. Pour les institutions publiques, le premier impact est budgétaire. Lorsque la transformation locale est faible, l'État achète à l'extérieur ce qu'il pourrait produire partiellement chez lui. Les importations de médicaments, d'équipements agricoles ou de solutions techniques pèsent sur les finances, réduisant l'espace pour investir en amont. À long terme, ce mécanisme rigidifie les choix. Plus la dépendance est forte, plus il devient coûteux d'en sortir. Le diagnostic posé par Ibrahim Traoré éclaire ce verrouillage progressif. Du côté des entreprises, les conséquences des CAC touchent à mal la compétitivité. Les acteurs privés évoluent dans des chaînes de valeur incomplètes où la recherche appliquée et l'ingénierie locale sont rares. Cela limite l'adaptation des technologies importées aux contextes locaux et freine l'émergence de produits à forte valeur ajoutée. Les entreprises deviennent distributrices plutôt que productrices, avec des marges contraintes et une capacité d'innovation réduite. À terme, l'économie absorbe des coûts qu'elle ne maîtrise pas. Pour les universités et les chercheurs, l'impact est structurel. Les établissements peinent à offrir des parcours continus, les projets s'arrêtent faute de financement récurrent et les carrières scientifiques restent précaires. Le signal envoyé aux étudiants est clair. L'engagement scientifique demande des sacrifices sans garantie de reconnaissance. Beaucoup choisissent alors des trajectoires alternatives ou quittent le pays. Cette perte de capital humain est lente mais cumulative et elle affaiblit la capacité à redresser la situation par la suite. C'est ce cercle que Ibrahim Traoré cherche à rendre visible. Les citoyens, enfin, ressentent les effets de manière indirecte mais tangible. Des solutions locales tardent à émerger pour des problèmes concrets. Accès à l'eau, agriculture adaptée, santé publique, énergie. Les innovations existent parfois sous forme de prototypes ou d'idées, mais elles ne franchissent pas l'étape de l'industrialisation. Le résultat est une frustration diffuse. Les besoins sont connus, les talents sont là. Mais les réponses restent importées et coûteuses. À l'échelle régionale, ces effets se renforcent. Les pays confrontés aux mêmes arbitrages reproduisent des schémas similaires, ce qui limite les synergies scientifiques et technologiques. L'absence de pôles de recherche robustes réduit la coopération sud-sud et maintient une dépendance envers des centres extérieurs. Le message d'Ibrahim Traoré dépasse alors le cadre national. Il interroge une trajectoire collective. Pris ensemble, ces impacts dessinent une conséquence centrale. Le déséquilibre des priorités n'est pas neutre. Il organise la dépendance dans le temps. Ce qui n'est pas construit aujourd'hui devra être acheté demain, souvent à un coût supérieur. En mettant en relation institutions, entreprises, universités et citoyens, l'analyse montre que la question n'est pas symbolique, mais opérationnelle. À ce stade, la révélation du milieu trouve son prolongement. Les signaux envoyés hier expliquent les contraintes d'aujourd'hui. La question devient alors pratique et partagée. Qui assume le coût de ce déséquilibre et à partir de quand décide-t-on de le corriger? Dans un premier scénario, le plus probable si rien ne change, prolonge les tendances actuelles sans rupture nette. Les budgets restent fragmentés, la recherche progresse par à-coups et les annonces alternent avec des pauses opérationnelles. Dans ce cadre, quelques projets pilotes émergent, souvent portés par des individus ou des partenariats ponctuels, mais ils peinent à changer l'échelle. Les universités stabilisent l'existant sans véritable montée en gamme. Le système gagne en visibilité, mais la dépendance structurelle se maintient, avec des importations élevées et une innovation locale intermittente.
dans un scénario plus optimiste, repose sur un signal clair et répété. Une hausse graduelle mais continue des financements de recherche, même modestes, est annoncée et tenue sur plusieurs exercices. Les priorités sont hiérarchisées, les programmes sont consolidés et les indicateurs portent sur la durée plutôt que sur l'effet d'annonce. Dans ce cas, les laboratoires retrouvent une capacité minimale d'investissement. Les équipes se structurent et des passerelles se créent avec le secteur productif. L'effet n'est pas immédiat, mais il devient visible. Rétention des talents, adaptation locale des technologies, réduction ciblée des importations sur certains segments. Le message porté par Ibrahim Traoré trouve ici un début de traduction opérationnelle. Dans un scénario plus dégradé, intervient si l'incertitude domine. Les arbitrages restent volatiles, les financements promis sont retardés ou redéployés et la confiance des acteurs s'érode. Les chercheurs s'orientent davantage vers l'extérieur, les projets s'arrêtent plus tôt et les entreprises renforcent leur dépendance aux solutions importées. À court terme, l'image est préservée. À moyen terme, les coûts augmentent et la marge de manœuvre se réduit. La trajectoire devient plus difficile à infléchir car les capacités manquantes doivent être reconstruites à un coût plus élevé. Ces trois scénarios partagent une même variable décisive, la cohérence dans le temps. La différence ne tient pas à l'ampleur initiale des moyens, mais à la constance des choix. Si les signaux changent à chaque cycle, les acteurs optimisent pour le court terme. S'ils sont stables, même modestes, ils orientent l'effort collectif vers la production de connaissances. La recommandation de méthode est simple. Plutôt que promettre des ruptures rapides, définir un seuil, un calendrier et des critères de suivi. Ce cadre réduit l'incertitude, aligne les attentes et permet d'évaluer les progrès sans surinterpréter chaque annonce. À l'horizon de 6 à 12 mois, ce sont moins les résultats finaux qui compteront que la crédibilité du chemin emprunté. Pour les étudiants, l'impact est immédiat, mais souvent invisible. Les signaux envoyés par les financements et la reconnaissance orientent les choix d'études, l'effort consenti et la persévérance. Quand les parcours scientifiques apparaissent précaires, beaucoup réallouent leur temps vers des compétences plus visibles ou plus rapides à valoriser. À l'inverse, un cadre stable, même modeste, transforme la perception du risque et rend l'engagement soutenable sur plusieurs années. Pour les jeunes professionnels, la question devient celle des trajectoires. Rester, partir ou naviguer entre les deux dépend moins du patriotisme que de la possibilité d'apprendre, d'expérimenter et de progresser. Des environnements sous-financés imposent des coûts personnels élevés. Autofinancement, accès limité au réseau, retard cumulé. Un signal clair réduit ces coûts et permet des choix plus rationnels, fondés sur les compétences plutôt que sur la visibilité. Pour les parents et les familles, l'enjeu est plus diffus. Ils observent les débouchés concrets et conseillent en fonction de la sécurité perçue. Lorsque la science ne mène pas à des emplois identifiables, elle est découragée, même si sa valeur sociale est reconnue. Les priorités publiques façonnent ainsi les attentes privées, parfois à rebours des besoins de long terme. Pour les citoyens, enfin, les effets se mesurent dans la qualité des solutions disponibles. Eau, santé, agriculture, énergie. Les réponses locales émergent plus lentement quand la recherche appliquée manque de continuité. Le coût est payé sous forme de délai, de dépendance et de dépenses plus élevées. À l'inverse, même des avancées partielles améliorent l'autonomie et la résilience. Deux gestes concrets peuvent aider. D'abord, suivre les budgets et leurs exécutions dans le temps plutôt que les annonces ponctuelles. Ensuite, valoriser publiquement les résultats intermédiaires de la recherche, pas seulement les succès médiatiques. Ces gestes ne remplacent pas l'investissement, mais
Ils alignent l'attention collective avec les objectifs affichés. À ce stade, la question devient personnelle autant que publique. Quels signaux choisit-on de récompenser et lesquels accepte-t-on de laisser s'éroder? Une trajectoire opérationnelle peut être décrite sans promesse excessive. D'abord, fixer un seuil clair d'investissement en recherche et développement exprimé en part du PIB, puis l'inscrire sur plusieurs exercices. La clé n'est pas l'annonce, mais la continuité mesurable. C'est ce point qu'Ibrahim Traoré met en avant lorsqu'il parle de priorités traduites en actes. Ensuite, concentrer les moyens sur quelques domaines appliqués à fort impact social plutôt que les disperser. Agriculture adaptée, santé publique, énergie et ingénierie intermédiaire offrent des retours cumulatifs. Chaque domaine doit disposer d'un calendrier, d'objectifs intermédiaires et d'indicateurs simples, compréhensibles par le public. Puis, sécuriser les carrières, bourse pluriannuelle, équipement mutualisé et évaluation fondée sur le progrès, pas uniquement sur les résultats finaux. Cette sécurité réduit l'exode et permet aux équipes d'accepter l'incertitude inhérente à la recherche. Sans ce filet, l'investissement perd en efficacité. Après cela, relier la recherche au tissu productif. Incitation à la collaboration université-entreprise. Commandes publiques ciblées et normes favorisant l'adaptation locale. L'objectif est de transformer des prototypes en solutions déployables, même à petite échelle, pour créer des références concrètes. Enfin, rendre visible l'invisible. Publier régulièrement l'exécution budgétaire, les projets en cours et les apprentissages, y compris les échecs. Cette transparence aligne attentes et réalité et protège la recherche des cycles d'attention volatiles. Cette feuille de route ne suppose ni fermeture ni rupture brutale. Elle articule coopération et autonomie, visibilité et compétence. En posant des seuils, des calendriers et des critères, elle transforme une intention en processus. C'est dans cet espace, entre le symbole et l'opérationnel, que le message d'Ibrahim Traoré trouve sa traduction la plus concrète. Le récit revient alors à une image simple, déjà croisée plus tôt. Des étudiants penchés sur une table usée, un prototype imparfait mais fonctionnel, et du temps investi sans garantie immédiate. Ce motif résume l'écart entre potentiel et reconnaissance. Il ne s'agit pas d'un manque de talent, mais d'un manque de signal collectif. Quand l'effort silencieux n'est pas soutenu, il s'épuise. Quand il l'est, il se transforme. C'est ici que la parole d'Ibrahim Traoré résonne autrement. Elle ne promet pas un futur spectaculaire, elle rappelle une condition. Une société peut être admirée pour ce qu'elle montre, mais elle est respectée pour ce qu'elle construit. Ce respect ne naît pas d'un événement, il s'accumule à travers des choix répétés, parfois invisibles, souvent ingrats. Le rappel émotionnel tient à cette continuité. Les mêmes mains qui montent un prototype aujourd'hui pourraient, demain, concevoir une solution déployée à grande échelle. Entre les deux, il n'y a pas un miracle, mais une suite de décisions cohérentes. Ce sont ces décisions qui déterminent si l'énergie collective se dissipe ou s'ancre durablement. La phrase qui s'impose alors est simple, presque austère: la compétence précède l'indépendance. En la formulant sans emphase, Ibrahim Traoré renvoie chacun à un choix de long terme. Le reste, visibilité, reconnaissance, influence, en découle ou s'évanouit. À ce stade, l'enjeu dépasse un discours ou une figure particulière. Il touche à la manière dont une société choisit ce qu'elle valorise, finance et protège dans la durée. Les idées mises en circulation par Ibrahim Traoré agissent moins comme une consigne que comme un miroir. Elles obligent à regarder les signaux envoyés, parfois sans intention explicite, mais avec des effets bien réels. L'appel n'est donc pas à l'adhésion, mais à l'attention. Observer les budgets dans le temps, interroger les priorités répétées,
Comparer les annonces aux exécutions. Dans l'espace public, ces gestes sont modestes, mais ils structurent la demande collective. Ce qui est demandé clairement finit par être intégré aux arbitrages. Sur le plan symbolique, reconnaître la valeur du travail patient, celui des chercheurs, des ingénieurs, des enseignants, rééquilibre l'imaginaire du succès. Il ne s'agit pas de réduire la culture, mais de compléter le récit par ce qui construit lentement des capacités durables. Les sociétés qui y parviennent ne renoncent pas à la visibilité, elles la fondent sur la compétence. La question finale est ouverte et volontairement simple. Si l'attention est une ressource, à quoi choisit-on de la consacrer collectivement? Et comment ces choix façonnent-ils, année après année, la place que l'on occupe dans le monde?